Alors déjà, dans un premier temps, je ne suis pas l'initiateur, nous sommes une équipe. Ça, c'est très important de noter que on est contre la personnalisation. Lorsqu'il y a une tête, c'est très facile de la couper. On sait que c'est culturel en France, hein, avec la guillotine. Donc on est contre l'idée d'avoir une tête ou un représentant, on est dans une logique de collégial et de collectif. C'est très gilet jaune d'ailleurs au passage. Et on y tient beaucoup parce que c'est très dangereux d'avoir une seule personne qui représente quoi que ce soit. S'il lui arrive un truc, il n'y a plus rien en fait. Donc ça, on est contre. Bon, ça, c'est un point de détail, mais il y a quand même son importance parce que c'est le fil rouge de tout ce qu'on fait en général. Ensuite, on est un groupe d'anciens gilets jaunes, pour une grande majorité d'entre eux, qui se sont retrouvés, qui ne sont pas de Carmaux à l'origine, pour une grande partie d'entre eux, mais qui ont atterri à Carmaux un peu par accident ou par choix. Et à force de discussions et de rencontres physiques, parce qu'on est contre aussi l'utilisation abusive du virtuel, eh bien, on a fini par se mettre d'accord sur l'idée que, à un moment donné ou un autre, étant donné la crise qui s'est accentuée des institutions en 2024 et qui s'est traduite avec tout le cohue qu'on connaît là encore à l'heure actuelle, mais c'est un vieux problème qui date de plusieurs décennies, que, à un moment donné ou un autre, nous allons être conduits à constater un moment constituant, c'est-à-dire un moment où la Constitution va devoir être réécrite partiellement ou totalement. L'histoire des moments constituants, pour ceux qui l'ont étudié, qui ont cherché à trouver l'information, et j'en fais partie, c'est que depuis 1789, pour prendre que la partie révolutionnaire, le peuple lui-même n'a jamais véritablement participé à la moindre rédaction. Il y a eu une petite exception en 1793 où deux projets ont été proposés, celui de Condorcet qui a fini en queue de poisson et celui des Montagnards. Et à l'époque, c'était pas un suffrage universel, il y avait que les hommes qui votaient. Je crois, mais il faudrait le vérifier, peut-être même que c'était même un vote censitaire, mais peu importe, que les femmes avaient poussé au crime leur mari en étant dans les comités locaux. Et dans tous les cas, la proposition de la Constitution de l'époque avait été soumise à votation locale dans les communes, article par article. Alors, ils n'avaient pas la possibilité de réécrire les articles, mais ils avaient la possibilité de s'opposer ou d'accepter un article. C'était pas le summum de la démocratie directe et participative, mais c'était un très bon début. Et c'est le seul moment où ça a vraiment fonctionné comme ça. Malheureusement, cette constitution adoptée par référendum le 24 juin 1793 n'a pas pu vraiment être mise en place parce que ça s'est passé dans un contexte d'abolition de la monarchie, de l'exécution de Louis XVI, donc il fallait s'en prendre à tous les nobles. L'Assemblée nationale de l'époque avait voté, nous n'oublions pas que les tribunaux populaires de l'époque, qu'on invoque beaucoup aujourd'hui, était une décision légale venue de l'Assemblée nationale de l'époque. Donc c'est pas un truc sorti de la rue ou de gens qui voulaient faire sécession ou quoi que ce soit. C'était un truc très encadré. Et la terreur est venue derrière, le problème des Chouans et, si je me trompe pas historiquement, et surtout les couronnes d'Europe qui nous sont tombées dessus pour dire ce qui se passe en France, il faut pas que ça contamine toute l'Europe. Donc cette belle constitution qui avait pour principe interne l'idée que les lois, et pas seulement les lois constitutionnelles comme ça se passe en Suisse, les lois étaient écrites depuis les communes, de la même façon qu'ils avaient consulté les communes pour préparer la Constitution. Donc cette Constitution théorique n'a pas pu avoir lieu. Elle avait quand même réformé la DDHE de 1789, l'avait enrichie, l'avait rendue beaucoup plus sociale, et aussi avait pondu ce fameux article que l'on revoit en ce moment très souvent, à savoir que si le peuple considère que le gouvernement bafoue ses droits fondamentaux, il a le droit à la dissidence et à se battre contre son pouvoir en place. Donc on part de cette logique de dire peut-être qu'on peut avoir une innovation qui peut se mettre en place quelque part, il faut l'expérimenter et nous pouvons l'initier en s'inspirant de ce qui se passe en Suisse, en s'inspirant de 1793 et en utilisant surtout des outils nouveaux, utiliser de façon nouvelle des outils auxquels on n'a pas pensé jusqu'à maintenant. Je suis juriste en droit international public, en droit comparé, en droit constitutionnel. C'est pas un grade qui me donnait beaucoup de gloire. Je suis aussi cuisinier gastronomique et je sais ce que c'est que travailler et transpirer 14 heures par jour. Donc je suis aussi manuel qu'intellectuel. Mais
je suis aussi fier de l'un que de l'autre, ayant eu une mère intellectuelle et un père chef cuisinier. Pour autant, je revendique qu'un certain nombre de notions sont accessibles à tout le monde. Et certaines sont même très évidentes et qui nous permettraient de faire cette bascule dont nous avons besoin de façon pacifiste. J'entends beaucoup en ce moment de révolution, d'insurrection, de belligérance, on prend les rues, les fourches, on va les virer, etc. Toutes les fois où ça s'est passé dans le sens, ça n'a pas forcément bien marché. Alors, le principe est le suivant, c'est de dire, effectivement, la prochaine fois qu'il va y avoir un moment constituant, il ne faut pas qu'on se fasse voler l'affaire. Parce que toutes les fois que ça s'est produit dans le passé, c'était soit les partis politiques, soit des comités d'experts, soit des coups d'État. Et il y avait un coup d'État politique, qui n'était pas violent, mais qui a été psychologiquement violent, c'est le traité de Lisbonne, qui a violé la décision d'il y a presque 20 ans. C'est pas pour rien qu'on a choisi le 29 mai prochain. On a fait exprès choisir cette date pour célébrer les 20 ans du non au traité de la Constitution européenne, sachant bien qu'on s'était fait trahir grâce à la Constitution en vigueur par le traité de Lisbonne. Parce que ce qu'ils ont fait avec le traité de Lisbonne, c'était constitutionnellement valable et légal. Mais sur le plan du droit international, c'était une violation de la volonté populaire. Et le peuple a toujours le dernier mot au regard du droit international. Donc, l'idée, c'est de se dire, préparons-nous, n'attendons pas la dernière minute, ne soyons pas mis au pied du mur, organisons-nous dès maintenant pour nous mettre au travail. Ça rejoint beaucoup le travail constituant de Étienne Chouard depuis une vingtaine d'années. Réfléchissons à ce que nous voulons. Et nos revendications à Carmaux, ça va être l'abolition totale des élections. Donc, moi qui ai été très longtemps hostile au tirage au sort, parce que ça pouvait mettre le bébé et l'eau du bain à la poubelle en même temps, de me dire et de nous dire, et je suis pas le seul dans l'équipe, de se dire, on pourrait très bien choisir nos représentants par tirage au sort, parce que de toute façon, c'est pas eux qui vont décider, c'est le local, c'est les communes. Par contre, le suffrage universel et la décision finale du vote, donc le référendum, ce qui rejoint le RIC dont on parle beaucoup, et ce qui est la démocratie directe en elle-même, c'est-à-dire c'est le peuple directement qui décide et qui participe aux lois, lui, ce suffrage-là, ce vote-là, il est toujours valable. Donc l'idée, c'est de s'expérimenter, de se préparer, de sensibiliser une population et de faire passer le message un petit peu partout. À quel moment interviennent les outils du droit international ? Alors, le droit international public, c'est un mot un peu savant qui, en fait, s'appelait le droit des nations. Alors, le droit des nations, nationalisme, ça fait un peu peur, ça fait penser au nazisme, tout ça. Mais en fait, nation en latin, ça veut dire, ça se dit gens, G-E-N-S, et oui, c'est le même mot que les gens. Et pendant très longtemps, le droit international public s'appelait le droit des gens. Pourquoi ça s'appelait comme ça ? Parce que ça représentait le droit des peuples, les droits locaux. C'est exactement la problématique, par exemple, qu'on rencontre en Alsace-Moselle, où il y a un droit local qui concerne un peuple particulier avec des règles particulières. Mais c'est aussi ce qui a permis François Ier de se libérer de Charles Quint et de faire respecter le droit des gens, des Bourguignons, qui était mis en jeu dans sa libération. C'est un dossier un peu technique, mais qui fait écho, parce que le droit international, c'est un droit atemporel. Il n'y a pas de prescription. On peut revenir en arrière très longtemps en arrière. Et ce droit international public, ce droit des gens, ce droit local, ce droit des peuples, s'applique autant au Vatican, 800 habitants, que Monaco, 20 000 habitants, que la principauté d'Andorre, pas très loin de Toulouse, donc on se trouve à Carmaux, que la Suisse, que le Luxembourg, le Liechtenstein, et aussi une commune comme Carmaux, ou demain Metz, ou Brest, ou bien Paris, ou bien Tartampion, quelle que soit la commune en fait. La seule différence, et on en vient au deuxième outil très important qu'il faut utiliser, qui a été négligé par ignorance, non pas par méconnaissance ou par mépris, mais par ignorance, c'est le fait que si on applique ce droit international dans des assemblées citoyennes locales pour se déclarer et se faire reconnaître à un moment donné ou un autre, eh bien, on a besoin de se reconnaître entre assemblées nationales, entre assemblées locales. C'est un tricotage qu'il faut faire, mais il faut le formaliser selon des règles de droit international. Alors, on déclare tout ça en mairie, selon des lois en vigueur en France. On n'a pas besoin de déclarer une association, ça n'a rien à voir avec ça. Et ensuite, on a des interlocuteurs internationaux qui sont de simples observateurs, mais qui peuvent enregistrer les choses
pour témoigner plus tard que finalement, lorsque l'ensemble du territoire est couvert, à minima 2-3 assemblées citoyennes par département, il faut pas toutes les communes, il n'y a pas besoin de tout ça, mais qui sont organisées, très organisées, qui se reconnaissent toutes entre elles, qui font un tricotage de terrain réel et pas simplement virtuel sur un site internet, mais vraiment se rencontrant physiquement avec un document écrit et enregistré, le tout dans un journal officiel des assemblées citoyennes, stocké de façon protégée sur internet, pourquoi pas dans une entité neutre à l'étranger, qui stocke par sécurité tous les registres, et qui devient un outil de communication et d'information officielle comme le journal officiel de la République française. Et là, on peut se dire qu'on arrive à un moment où on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un moment qui déclenche le moment constituant, parce que dans le passé, quand on a changé de régime, que ce soit Pétain en 1940 ou 1944-46 après la Seconde Guerre mondiale, ou le coup d'État de Napoléon III en 1852, ou la défaite de la France en 1871 face à la Prusse, dans la plupart des cas, ça a toujours été un événement international qui a déclenché le processus constituant ou le changement de régime en France, sauf en 1793. Donc rien ne dit que nous, les Français, qui sont observés quand on voit que le mouvement des Gilets jaunes a inspiré plus de 52 pays très spontanément. On est observé, on n'est pas un exemple, on n'est pas un modèle, mais on sait qu'on est les emmerdeurs de service, on est les gueulards, nous les Français, on est toujours en train de respecter, on n'est jamais content, parce qu'on est le peuple qui dit non. Et d'ailleurs, on l'a dit il y a 20 ans. Eh bien aujourd'hui, on dit non à quoi? On dit non à ces dirigeants qui font ce qu'ils veulent, qui tournent en roue libre, qui pendant la période de 2020 du Covid nous ont pris vraiment pour des cons. On a été le peuple le plus absurde avec les Grecs, avec cette autorisation de sortie qui ne voulait absolument rien dire. Et nous, les Français, nous en avons marre de ne plus pouvoir contrôler notre propre décision. J'en veux pour preuve que j'ai discuté pas plus tard qu'hier avec des Savoyards, pas des Savoisiens, des Savoyards qui sont à l'origine d'une constitution provisoire propre à la Savoie. Alors je sais qu'il y a une polémique sur cette région, mais ce qui est intéressant, c'est dans l'argumentaire, et nous le diffuserons le 29 mai à Carmaux en vidéo, parce qu'on aura un rétroprojecteur pour faire intervenir un certain nombre d'interlocuteurs qui ne sont pas présents. Il est intéressant de savoir qu'ils ont été motivés en tant que personnel suspendu, et qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces décisions à Bracq-en-Brest qui ne veulent rien dire, et qui nous mettent dans une mélasse impossible. Donc nous voulons reprendre notre destin en main, être souverains de notre futur, et nous avons donc commencé à travailler à une constitution de Savoie qui sera revue avec les autres régions. C'est pas figé dans le marbre, c'est pas de l'indépendantisme, c'est plutôt une forte autonomie, comme ça existe en Italie ou en Espagne par exemple. Et l'idée, il est là. Et l'idée, c'est qu'il y a un vent en ce moment en France qui est en train de se lever, de cette volonté de se dire on doit se décoloniser de nos dirigeants, comme certains se sont décolonisés après la Seconde Guerre mondiale. On doit retrouver notre droit à disposer de nous-mêmes et à notre capacité d'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de demander l'autorisation pour faire tout ce que je viens de dire. C'est nous, le peuple souverain. C'est marqué dans l'article 3 de la Constitution, c'est dans la charte de l'ONU, c'est dans les droits universels, c'est partout. Et c'est ça qui est très important à noter, c'est que la plupart du temps, quand on évoque ce projet autour de nous, les gens nous disent, mais vous croyez que ceux en face, ils vont vous laisser faire, ils vont vous donner l'autorisation? Et on leur répond, mais on n'a pas besoin de l'autorisation. On est comme ce petit écureuil qui prend le masque, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin, le masque de protection Covid, qui saute avec comme un parachute, et l'autre qui reste sur la branche lui dit, mais c'est pas fait pour ça le masque. Et celui qui saute, il dit, je m'en fous. Sous-entendu, je suis libre, je prends le risque, et j'ai pas besoin de l'autorisation pour le faire, parce qu'en fait, ça peut être utilisé pour autre chose. Donc, on est dans une dynamique innovatrice, audacieuse, pacifiste. Il faut pas oublier que, par exemple, la Serbie, avec Popović, s'est libérée de Milošević, le dictateur, sans violence, parce qu'ils ont utilisé des outils intelligents, au même titre que Gandhi à l'époque en avait utilisé, et que d'autres l'ont utilisé dans le reste du monde. Popović a inspiré le printemps arabe, a inspiré Nuit debout, a inspiré la chute de Moubarak, et ce sans aucune arme en fait. D'ailleurs, son bouquin s'appelle « Comment faire tomber un dictateur sans armes quand on est petit, tout seul et sans armes ». Donc on peut arriver à une révolution pacifiste, on peut arriver à un changement de système,
à partir du moment où déjà on se met au travail, là où on se trouve, on arrête d'avoir des incantations nationales et allez-y, faisons tous du rassemblement, de la fédération, de l'union, faisons tous pareil, etc. Non, relevons les manches comme un cuisinier, mettons-nous au travail, travaillons ensemble, soyons pédagogiques et avançons. Alors pourquoi, et je finirai là-dessus, il y a cet exemple, donc on fait 2 tables rondes sur en préalable à la grande table ronde sur la démocratie, tout ce que je viens de dire, on fait 2 tables rondes sur la nourriture et la santé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, il faut faire un lien dans la souveraineté personnelle, la souveraineté alimentaire et la souveraineté sanitaire avec la souveraineté générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, sur un point particulier, concret et matériel du quotidien, on aide les gens à se prendre en charge par eux-mêmes. Et collectivement, on se serre les coudes et on trouve des solutions ensemble. À ce moment-là, il y a une prise de conscience de dire, en fait, je suis souverain, je suis décideur décideuse de mon futur, de mon destin. C'est ça, être souverain. C'est celui ou celle qui décide pour lui-même de son futur et qui ne demande pas une autorisation de sortir à sortir, par exemple. Eh bien, si on arrive à faire sur le b.a.-ba de la nourriture, qui est le même point commun que quelqu'un qui habite en ville, que les étudiants à l'université, ou que la mamie retraitée à la campagne qui n'a que 800 € et qui ne s'en sort pas. C'est le même problème partout. De la même façon pour la santé, comment arrivons-nous à nous soigner dans le désert médical? J'ai personnellement quelques petits problèmes, mais pendant 2 ans, j'ai pas réussi à avoir une cardiologue, par exemple. Et c'est par un coup de baguette magique que j'ai fini par en avoir un, alors que je suis pas loin de Toulouse. Et tout ça, c'est pas normal. Donc on peut arriver à trouver des solutions, mais il faut se mettre ensemble pour le résoudre et se dire, ces problèmes-là, ils ont une origine, ils ont une racine. Et cette racine, c'est le dysfonctionnement de nos institutions, qui sont définies dans la Constitution. Donc, en attendant de pouvoir changer la Constitution, déjà on les règle, et on va éviter que ça se répète. Donc on est solidaires entre nous, mais par contre on anticipe le coup pour que ça s'arrête définitivement, pour que ça ne recommence pas avant très longtemps. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la France est reconnue comme un État et un pays extrêmement corrompu par ses dirigeants, qui en plus, depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, si ce n'est plus, ont vendu toute notre tissu industriel, toute notre entreprise nationale à la découpe par corruption. On l'a vu avec Alstom, où Monsieur Cron, qui est un polytechnicien formé par la République avec les impôts des Français, qui a même été payé donc pendant ses études et qui a vendu le fleuron technologique nucléaire aux Américains par corruption avec un super parachute doré. Tout ça, ça doit s'arrêter. Et pourquoi on ne peut rien faire aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas les virer, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas leur demander de compte. Et pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que c'est marqué dans la Constitution. Donc, à un moment donné ou un autre, le fruit va finir par tomber parce qu'il sera complètement pourri. Mais si on n'est pas prêt, on se fera avoir pour plusieurs générations. Et le projet de Carmo, c'est d'arriver à sensibiliser le maximum de gens, pas tous, on n'a pas besoin de tout le monde, mais le plus grand nombre, pour dire nous sommes prêts et nous allons pouvoir exiger d'être présents parce qu'en plus il y a des règles nationales et internationales qui sont en notre faveur pour pouvoir faire cette participation et l'imposer, non pas à nos dirigeants, mais l'imposer de facto en fait. Voilà, j'espère. Dernière chose importante, c'est que dans ce projet, pour des raisons pratiques et techniques en matière d'outils de droit international, nous avons lancé une pétition à Carmo pour obtenir un référendum local. Alors c'était marrant parce que j'en ai discuté avec mes voisins aujourd'hui qui me disaient ouais mais il faut aller à Paris, tout. Non, il n'y a pas besoin d'aller à Paris, c'est un référendum local. Oui, mais monsieur le maire voudra pas. Non, il y a des règles de droit, il y a des règles qui encadrent le référendum local où le maire ne peut pas refuser, il n'a pas le droit de le faire, sinon ça se finira mal pour lui, surtout à la veille des élections municipales, pour obtenir un référendum local symbolique en plus, qui ne mange pas de pain, comme quoi voulez-vous que Carmo soit reconnue comme ville pacifiste et neutre. Et le mot neutre n'est pas innocent. Quand ce projet a été présenté à Madame la maire de Genève, Christina Kistos, qui finit son mandat le 31 mai et qui recommence un nouveau mandat le 1er juin 2026, elle a dit « Je vous soutiens et je recommande votre projet parce que vous avez totalement raison et ça fait vraiment écho à ce qui se passe en Suisse et la façon dont nous fonctionnons. » Donc nous avons un soutien symbolique très puissant
qui n'est autre que la mairie de Genève. Voilà, ça c'était la petite cerise sur le gâteau, au même titre que la Fondation Jean Jaurès a regretté d'avoir eu l'information un peu tard, mais viendra et rejoindra nos projets, nos travaux dans les mois et les années qui suivent. Voilà ce qui se passe à Carmaux, qui inspire en plus au passage Paris, Montpellier, Toulouse, Chartres, la Savoie et la Haute-Savoie désormais, et sans doute plein d'autres entités, parce que parmi nos partenaires, nous avons Coalition Citoyenne et l'Association pour une Constituante, dont je fais partie au passage, et qui sont en lien avec une bonne soixantaine de collectifs, pour ceux qui le connaissent, mais il y en a beaucoup plus, qui sont dans cette mouvance et dans cette logique, et qui d'ailleurs veulent absolument que le 30 mai prochain, le lendemain du 29 mai à Carmaux, on puisse témoigner de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu, qui sera filmé et diffusé sur laconcordeTV.fr, un média citoyen tout aussi révocatoire et impératif et gilet jaune qui soit.